Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Jean-Claude Lattès, présentent La guerre des Trois Henri, tome 3, La ville qui n'aimait pas son roi, de Jean Daillon, interprété par Laurent Charpentier. Par une matinée grise et froide de novembre 1587, 2 cavaliers s'arrêtèrent devant l'enseigne du Drageoir bleu, rue Saint-Martin. À cette heure, la rue était particulièrement encombrée. Ces 2 cavaliers allaient rapidement gêner le passage des marchands ambulants et des innombrables chariots et charrettes à bras qui circulaient, mais peu leur importait. Les lourdes et menaçantes rapières de fer, attachées à leur ceinture, calmeraient l'ardeur des mécontents. L'un des 2 cavaliers, qui portait morion et cuirasse de buffle visible sous sa cape, sauta le premier à terre pour s'occuper des chevaux, tandis que l'autre s'approchait de la tablette de l'échoppe. C'était une épicerie où l'on vendait toutes sortes de condiments, d'aromates, mais aussi des bougies de cire, de l'huile et des fruits secs. Son propriétaire, bourgeois de Paris appartenant au second des 6 corps marchands, était fort estimé de la paroisse. Il l'était pourtant moins que son gendre, Nicolas Poulain, lieutenant du prévôt d'Île-de-France, dont chacun louait l'intégrité, le courage, le sens de l'équité, et plus encore la piété. Celui qui s'était approché de l'épicerie n'était pas très grand. Son visage triangulaire au menton fuyant et les poils épars qui surmontaient ses lèvres épaisses, perpétuellement entr'ouvertes sur de grosses incisives, lui donnaient l'allure d'un gros rat. Sa cape sombre, son pourpoint de velours noir avec des hautes chausses et un bonnet assorti, accentuaient cette ressemblance avec le rongeur nuisible qui hantait les rues et les sous-sols de la capitale. « Compère », fit-il avec condescendance au marchand, un homme vigoureux en robe violette, coiffé d'un chaperon carré, qui remplissait des pots avec le contenu d'un sac de clous de girofle. « C'est ici qu'habite le sieur Poulain. »« C'est mon gendre, monsieur. Il vit au-dessus. J'ai besoin de le voir. »« Je vais vous ouvrir la porte, monsieur. » Il passa de sa boutique à un couloir, ouvrit lui et cria dans l'escalier « Nicolas, tu as un visiteur !» Il prévenait ainsi toujours son gendre. Diable, un lieutenant de prévôt avait souvent affaire à de mauvaises gens. L'individu au faciès de rat s'engagea dans l'escalier. En haut, un homme encore jeune, plus grand que la plupart des gens de son âge et musclé comme un lutteur de foire, l'attendait. Vêtu de velours cramoisi et coiffé d'un simple toquet à plumes, il portait une rapière de fer à son ceinturon. Âgé de 34 ans, Nicolas était marié et père de 2 beaux enfants. Sa mère était une humble servante et il ignorait qui était son père, sans doute quelque gentilhomme qui l'avait séduite. Celui-ci ne les avait pourtant pas abandonnés. Ce père inconnu avait acheté leur logement, payé les études de son fils au collège de Lisieux, et celui-ci, une fois adulte, lui avait fait porter une lettre de provision pour l'office de lieutenant de prévôt des maréchaux qu'il occupait. La mère de Nicolas était morte sans lui confier son secret, lui assurant qu'il ferait son malheur. Cependant, à mesure que Nicolas Poulain avançait en âge, cette ignorance le laissait de plus en plus souvent mélancolique, tant il est difficile de ne pas savoir d'où l'on vient. « Monsieur Poulain, je suis le capitaine des gardes de monsieur de Villequier. Je dois vous accompagner sur l'heure chez mon maître, » annonça l'homme rat d'une voix de crécelle. « Pour quelle raison, monsieur ? Je l'ignore, mais j'insiste pour ne pas le faire attendre. Je suis venu avec un garde de son hôtel, » précisa le capitaine laissant planer une menace. Poulain le regarda avec la pressante envie de le jeter en bas des escaliers. Ce petit insolent à la figure de rongeur se briserait le cou et paierait ainsi son arrogance envers un officier du roi. Pourtant il se retint. Le roi était pour l'heure absent de sa capitale, et le pouvoir confié au chancelier Cheverny et à la reine-mère. Certes, René de Villequier, baron de Clairvaux, n'était plus gouverneur de Paris, la charge ayant été donnée au seigneur d'Eau, son gendre, mais il restait un des premiers favoris d'Henri III et surtout un proche de Catherine de Médicis. Le lieutenant de prévôt ne pouvait se l'aliéner par un mouvement de fierté mal placé.
Je prends ma cape et je vous suis, décida-t-il. Que lui voulait Villequier? Favori depuis le début du règne, le gros Villequier, comme on le surnommait, était un des plus solides soutiens du roi, même si des rumeurs rapportées par le grand prévôt de France laissaient entendre que le favori conseillait désormais au monarque d'être conciliant avec le duc de Guise. Ne serait-ce que pour cela, le duc d'Épernon le détestait. Mais Épernon avait tant d'ennemis que cette haine avait renforcé la position de Villequier à la cour. Le baron restait donc un homme très puissant. Son physique et son caractère violent le faisaient craindre des plus faibles, sa proximité avec la reine-mère le rendait influent, sa richesse lui donnait les moyens d'imposer sa volonté. Car Villequier était riche et le montrait. N'avait-il pas acheté son luxueux hôtel de la rue des Poulies à quelques pas du Louvre à Louis Gonzague, duc de Nevers, pour 22 000 livres? En pensant aux étroites relations entre Villequier et Catherine de Médicis, Nicolas Poulain se demandait si cette convocation inattendue n'était pas en rapport avec les événements de l'année précédente, quand il avait été nommé prévôt de la cour de la reine-mère. Il avait été reçu dans cette charge avec l'appui du duc de Guise, mais ayant découvert un complot conduit par la sœur du duc, la duchesse de Montpensier, contre le roi de Navarre, il avait quitté la reine sans permission pour prévenir le Béarnais. Et même si le duc de Montpensier, Bourbon comme Navarre, avait ensuite justifié son comportement à Catherine de Médicis, la reine-mère ne devait guère le porter dans son cœur après cet abandon. Villequier allait-il l'interroger à ce sujet? Suivi par les deux cavaliers, Nicolas Poulain alla chercher son cheval à l'écurie du fer à cheval. Puis les trois hommes descendirent la rue Saint-Martin et la rue des Arcis, jusqu'à l'arrivée de la boucherie avant de s'engager dans la rue de Saint-Germain-l'Auxerrois. En chemin, les hommes de Villequier gardèrent le silence. Poulain parvint tout juste à savoir que le capitaine des gardes à tête de rat s'appelait Philippe Lacroix. Dans la cour bordée d'arcades de l'hôtel de l'ancien gouverneur de Paris, ils laissèrent leurs chevaux à un palefrenier. Par un escalier monumental, Lacroix conduisit Nicolas dans un grand cabinet du premier étage, meublé de coffres, de bahuts présentant de la vaisselle d'argent, de 2 fauteuils, de bancs et d'escabelles. Les murs étaient couverts de panoplies d'armes et d'un grand portrait du roi. Un gros bonhomme, bottes en fine peau et éperon d'or, haut de chausse, en velours violet, pourpoint de satin violet, attendait, debout, près d'une fenêtre. C'était Villequier, que Nicolas Poulain avait déjà vu, et qu'on ne pouvait oublier tant son embonpoint le rendait difforme. À un baudrier de cuir finement ciselé pendait une lourde épée à l'espagnol et une large dague de chasse. Sans esquisser un sourire, Villequier lui fit un signe de tête. Malgré sa taille, ses bajoux, ses doubles mentons et un air faussement patelin, la brutalité se révélait dans chacun de ses mouvements. Aussi Nicolas resta-t-il sur la défensive. Il savait le gros bonhomme capable de s'emporter jusqu'à la fureur, et même jusqu'au crime. 10 ans plus tôt, soupçonnant sa femme Françoise de la Marque, grosse de quelques mois, d'avoir rataconiculé avec un jeune abbé, il l'avait poignardé dans son lit. Le crime avait fait grand bruit, et Villequier, jugé devant la prévôté de l'hôtel, n'avait été acquitté que grâce au soutien du roi. « Monsieur Poulain, dit-il, cela faisait longtemps que je voulais vous connaître, car on ne m'a pas parlé de vous en bien. » Entendant ces reproches auxquels il ne s'attendait pas, Nicolas Poulain resta sans voix. « Vous avez été accusé de vol il y a 2 ans, m'a dit monsieur de Villeroy. Malgré cela, la reine a eu la bonté de vous accorder une charge de prévôt de la cour que vous avez pourtant abandonnée, sans permission, pour rejoindre le roi de Navarre. C'est ce que j'appelle une forfaiture. » « Le vol était une fausse accusation, monsieur, protesta Poulain. Ceux qui m'avaient ainsi accusé étaient des truands qui ont été pendus. Quant à mon départ de la cour, c'était pour prévenir monseigneur de Navarre d'une tentative d'assassinat contre lui. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de monsieur de Montpensier. Parlons-en de ces ordres. J'ai appris que vous avez rencontré le roi. À quel titre? De quelles affaires l'avez-vous entretenu? Je n'ai point vu le roi, monsieur, et je ne sais pas de quoi vous me parlez. J'ai toujours reçu mes ordres du prévôt d'Île-de-France et du grand prévôt de France. Par la morbleu! Mais vous vous moquez de moi, insolent coquin. Savez-vous que je brûle de vous faire pendre sur le champ, sous les arcades, par mon capitaine des gardes?
cria Villequier, levant une main large comme une pelle. Poulain recula d'un pas pour éviter d'être agressé. « Je suis lieutenant de prévôt, monsieur, et si vous m'accusez d'un crime, je dois être jugé à la connétablie. »« Vous êtes un fieffé menteur, un traître et un pendard !» s'égosilla le gros Villequier. « Vous avez vu le roi, vous dis-je, et par la mordieu, je veux savoir pourquoi. » Il sortit brusquement sa dague de chasse, et Poulain recula encore, hésitant malgré tout à sortir son arme pour se défendre. Soudain, peut-être satisfait de la terreur qu'il avait apparemment provoquée chez son interlocuteur, Villequier parut se calmer. « Vous n'êtes que de la vermine, monsieur Poulain, » cracha-t-il. « Je vous laisse partir, mais sachez que je vous écraserai comme une punaise si vous vous mêlez encore des affaires de l'État. Hors d'ici !» cria-t-il en brandissant sa dague. « La croix, jetez ce faquin dehors !»